Et nous terminons par un sujet éminemment polémique, puisqu'il s'agit effectivement les nouvelles. Elles ne sont pas forcément si nouvelles que ça, mais disons que les procédures en chirurgie bariatrique, ils ne font pas l'objet ni d'une reconnaissance officielle et encore moins d'un remboursement par l'assurance maladie. Et c'est Lionel Rébibaud qui va nous en parler. Merci. Donc, encore merci de nous accueillir à la clinique de chirurgie. Donc, je vais vous parler de nouvelles procédures. Effectivement, le terme nouveau n'est pas forcément très adapté, mais finalement, c'est très à la mode. En fait, c'est plutôt chirurgie un peu à la mode, quoi. Alors, ce petit rappel sur l'historique de la chirurgie de l'obésité. Alors, j'ai mis 1960, mais les premières procédures datent d'avant. Ça a commencé par des courts-circuits jejunaux-iléaux. On a vu apparaître la gastroplastie verticale calibrée sur mécène. Un peu plus tard, cerclage périgastrique, court-circuit gastrique. Alors là, c'est plutôt par voie célioscopique, en fait. Ça existait déjà en laparotomie, puis la sleeve, en sachant qu'il y a également le mini-bypass, alors que j'ai mis après, mais qui en fait est connu, a été décrit avant la sleeve. Puis est apparu l'applicature gastrique, le SADI, le SACH et plein d'autres. Donc là, j'aimerais un peu répéter ce qu'ont dit mes collègues tout à l'heure, mais globalement, les procédures de chirurgie de l'obésité en France, on a la sleeve qui est nettement dominante, suivi du bypass en Y a priori, l'anneau gastrique qui diminue au fur et à mesure chaque année. Là, j'ai mis cette petite information, 6000 anneaux gastriques posés en 2012, et en fait, cette année-là, il y en a eu 6000 également d'enlevés, donc c'est assez drôle, je trouve. Désormais, il y a plus d'anneaux enlevés que posés. Alors, en ce qui concerne la chirurgie de révision, donc j'ai pris cette étude qui est sortie récemment. Donc c'est pareil, c'est une étude une cohorte, c'est une cohorte suédoise. Donc c'est les cohortes avec les meilleurs suivis sur 19, c'est à peu près 19 ans de suivi, ça va jusqu'à 26 ans, mais la moyenne c'est 19 ans. Et donc ils ont suivi des anneaux, des équivalents de sleeve, on va dire, et puis des gastric bypass. Et on regarde un petit peu sur le suivi. Le taux de révision, on s'aperçoit qu'en fait, qu'il y a quasiment 40% de révision d'anneaux gastriques, un peu moins de 30% sur le VBG, et puis moins de 10% sur le bypass, ce qui fait à peu près un peu moins de 30% de révision sur 19 ans de suivi. Et on s'aperçoit que finalement, en fait, l'anneau gastrique, comme ce qui a été dit tout à l'heure précédemment, c'est l'intervention qui est la plus révisée, parce que techniquement la plus simple à réviser, puis en gros le VBG et le bypass, parce que tout simplement le bypass, comme l'a dit Laurent tout à l'heure, finalement on peut proposer d'autres interventions avec des résultats, ça concerne les séries publiées concernent des effectifs très faibles, et finalement le gain est vraiment minimal avec le maximum de complications. Cette série américaine datant de 2016 et qui montre qu'en fait, sur les flèches rouges, vous avez le nombre de chirurgies de révision aux États-Unis qui augmente au fur et à mesure des années, et donc se pose la question du fait qu'on rentre probablement dans une nouvelle ère qui est l'ère de la chirurgie de révision, donc ce qui va nous concerner de plus en plus. Alors, ce que j'avais proposé comme procédure que j'avais un petit peu décortiquée, alors je suis désolé, j'ai pas mis le mini bypass parce qu'en fait finalement c'est pas une nouvelle intervention, donc je regrette un peu de pas l'avoir mise, je suis désolé. Bon, on pourra en discuter après. Donc je vais vous parler du bypass jejunal, du SADI, du SACH et de la cystogastrectomie avec bipartition de transit. Alors, le bypass jejunal plus sleeve, alors je vous ai mis un petit peu les schémas parce qu'en fait toutes ces interventions se ressemblent un petit peu et c'est pas difficile de se tromper. Donc là vous avez une anse alimentaire qui mesure entre 1,50 m, 2 m, une anse commune qui n'est pas mesurée, puis une anse biliaire entre 50 et 100 cm. Donc en gros c'est une sorte de bypass en Y sur le premier duodénum. Alors la première série publiée date de 2007 sur 2 patients, avec des patients qui n'étaient pas vraiment bêtes, puisqu'un IMC inférieur à 35, avec de très bons résultats, des IMC à 27. Alors en sachant que sur cette série, il ne s'agissait pas d'un vrai bypass jejunal comme dans la technique maintenant décrite. C'était un bypass, on va dire, avec une anse alimentaire plus courte de 50 cm et une anse biliaire de 30 cm. Donc pas vraiment le même type de chirurgie, mais on va dire, c'est un peu la publication princeps.
L'avantage de ce type d'intervention, c'est que finalement, en fait, vous avez une diminution du risque de dumping, parce que en fait, vous conservez le pylore. En fait, c'est une intervention également qui a été décrite plutôt dans les pays à forte incidence de cancer gastrique, pour lequel on ne pouvait pas proposer de bypass en Y du fait de l'impossibilité de surveiller l'estomac exclu. Et également, dans ce type d'intervention, il y a potentiellement un risque de diminution, enfin une diminution du risque de sténose asthmatique par rapport à un bypass en Y. Alors, sur les séries publiées, vous allez voir, c'est des effectifs qui sont quand même très faibles. 21 patients, alors durée opératoire 217 minutes, donc c'est quand même pas très simple à réaliser. Vous avez 2 anastomoses. Dans cette série, une seule fistule, donc c'est 5% de fistule, un suivi de 18 mois. Alors, très bon résultat sur la résolution du diabète, vous êtes à 93%, donc c'est un peu plus efficace qu'un bypass en Y. A priori, pas de dénutrition, mais bon, on a l'impression que c'est pas vraiment évalué. Les carences, alors là, on n'en parle même pas. Donc voilà, ça a l'air comme ça très, très satisfaisant sur le côté perte pondérale, diabète, mais sur le reste, on n'en sait pas plus. Sur cette autre étude, alors là, c'est une comparaison du bypass duodéno-jejunal au bypass en Y. Donc là, vous avez 28-29 patients dans chaque groupe. Alors c'est une intervention qui est plus complexe à réaliser que le bypass en Y, puisque vous devez avoir disséqué la région du premier duodénum, qui n'est pas simple, surtout chez l'obèse. Pas de complications dans les 2 groupes. Et finalement, des pertes de poids qui sont assez similaires. Pareil avec la limite qui est l'évaluation des carences, qui est inexistante dans cette étude. Dernière série sur cette thématique, 38 patients, donc une série un peu plus importante. Pareil, des durées opératoires 143 minutes, toujours pas de complications. Un suivi avec un excess weight loss, une perte d'excès de poids de 72% à 17 mois, 92% de résolution du diabète, donc c'est des résultats plus que satisfaisants. Et toujours l'absence d'évaluation des carences. Concernant le SADI, alors le SADI, c'est l'intervention dont tout le monde parle actuellement. Le SADI qui est en fait un dérivé du duodenal switch en une seule anastomose. L'avantage étant le fait que du coup, comme il y a une seule anastomose, la durée opératoire est plus courte, donc potentiellement moins de risque de complications sur la deuxième anastomose. Et également réduction du risque d'occlusion. Donc le montage, il s'agit, alors vous avez toujours un montage de sleeve, et vous avez en fait une anse commune qui, alors c'est un peu variable, c'est entre 150 et 300 cm. C'est adapté en fait à l'IMC de départ. Alors le SADI, donc la série de 2015 sur un suivi de 5 ans avec des résultats excellents en termes de traitement, enfin de correction du diabète. Alors après, quand on regarde à 5 ans, c'est 32 patients le suivi. Donc c'est pas forcément tirer des conclusions sur une série de 32 patients de 5 ans. Voilà, c'est un peu léger. Lorsqu'on regarde tout ce qui est carence vitaminique, nutritionnelle, donc vous avez quand même à 1 an, vous avez 34% de patients qui ont une hypoprotéinémie, carence en vitamine A. À 5 ans, vous êtes à 29% d'hypoprotéinémie et 53% de carence en vitamine A, carence en vitamine A qui est responsable de cécité, donc c'est pas anodin, en sachant qu'on sait très bien que c'est des patients qu'on peut être amené à perdre de vue, les patients obèses. Sur cette autre série, 140 patients, 2 ans de suivi, taux de complications chirurgicales 7,4%, donc tout à fait acceptable. Alors là, c'est des SADI de première intention, et vous avez des pertes d'excès de poids qui sont autour de 80% à 24 mois, donc des résultats très satisfaisants. Pareil, c'est toujours la même série. Là, où ils évaluent un petit peu la correction, enfin des comorbidités, le diabète, les dyslipidémies, avec des résultats également très en faveur de ce type d'intervention. Concernant l'évaluation, pareil, des carences vitaminiques et nutritionnelles, eh bien, en fait, on s'aperçoit que vous avez des problèmes d'anémie dans presque 30% des cas, hypoprotidémie, ça va aux alentours de 12%, hypoalbuminémie. Donc voilà, c'est des choses qu'on ne voit pas sur les chirurgies restrictives.
Et tout ça pour... voilà. Donc, sur le SADI, plus récemment, il y a une méta-analyse qui est sortie. Alors cette méta-analyse regroupe 6 études. Ça représente 377 patients. Et c'est en fait une méta-analyse qui compare le SADI à l'intervention, on va dire le gold standard qui est le Roux en Y, gastric bypass. Lorsqu'on voit sur la perte de poids, c'est quand même nettement en faveur, significativement en faveur du SADI. Par contre, en ce qui concerne les effets secondaires, le bypass a moins d'effets secondaires que le SADI, ce qui est assez prévisible. Ça, de façon également significative. Après le SACH, qui est, on va dire, une alternative au SADI, qui est assez similaire, sauf qu'en fait, cette fois-ci, plutôt que se baser sur la valvule iléosécale, on va repérer l'angle de traite, et là, on se positionne à 200 cm de l'angle de traite, donc on ne sait pas, lance distale, en fait, lance, on va dire, commune, je ne sais pas si on peut dire ça d'ailleurs, lance d'aval, en fait, n'est pas mesurée. Donc c'est une intervention qui est à peu près similaire au SADI, 190 minutes, complications majeures 3%, complications mineures 10%, donc ça c'est tout à fait raisonnable. Ça c'est une série sur un suivi d'1 an, donc sur 89 patients. Vous avez alors c'est une comparaison du SACH à la cystectomie qui est, on va dire, pour eux, l'intervention de référence. Et vous avez des résultats en termes de perte de poids qui sont en faveur du SACH, ce qui est assez logique puisqu'on rajoute une part malabsorptive par rapport à la sleeve. Et en termes là, c'est une autre série qui compare par rapport au Roux en Y gastric bypass et au mini bypass, enfin bypass en oméga. Et donc l'intervention est plus complexe à réaliser. En termes de complications, c'est à peu près similaire aux deux autres procédures. Et en termes d'excess weight loss, le SACH est supérieur au bypass en Y et au bypass en oméga, avec un peu plus de risque de carence vitaminique et nutritionnelle. Tout ça pour arriver sur cette revue de la littérature de M. Topart, donc qui a repris tout ça, toutes ces études, toutes ces différentes études. Alors moi j'ai regardé un peu plus, je me suis intéressé plutôt au SADI, enfin aux interventions SADI, SACH, donc avec des taux de complications qui varient énormément en fonction des séries. Alors quand vous regardez les effectifs, c'est quand même des petits effectifs, ça va de 100 à maximum 200 patients, donc c'est pas énorme. Lorsqu'on regarde les pertes d'excès de poids, finalement on s'aperçoit qu'à 5 ans, il y a seulement 3 séries qui publient des résultats à 5 ans. Donc alors je n'ai pas regardé le nombre de patients que ça représente, mais ça doit faire un maximum de 200 patients, je pense. Et lorsqu'on regarde finalement tout ce qui est le risque carentiel, finalement, on a des données qu'à 1 an, et pas dans toutes les séries. Et finalement, lorsqu'on regarde à 1 an, on a déjà pas mal de problèmes carentiels dans les séries qui analysent cela. En fait, le problème, c'est qu'en fait, finalement, les séries publiées ne regardent pas trop cette problématique-là, et regardent plutôt le problème de la perte pondérale. Puis vient la sleeve gastrectomie avec bipartition de transit, donc c'est l'intervention de Santoro. Donc c'est une série qui a été publiée en 2012, donc ça date un peu, mais finalement c'est une intervention qui est un peu passée, finalement on en parle depuis pas très longtemps. Donc 2012, puis en 2012, 1020 patients, c'est une série rétrospective, une intervention qui dure 170 minutes. Le principe est en fait de monter une anse en Y sur l'antre gastrique, et de ne pas faire de court-circuit, c'est-à-dire qu'en fait, de ne pas faire de déconnexion duodénale. Donc en fait, vous avez le bol alimentaire qui va passer soit dans le duodénum, soit dans l'anse qui est patchée sur l'antre gastrique. Alors dans leur série, le taux de cystoscopie c'est 30%, mais bon, on peut penser qu'il y a des patients qui ont plus de 10 ans dessus, qui ont été opérés à une époque où la chirurgie bariatrique en cystoscopie, ce type d'intervention n'était pas forcément simple à réaliser. 6% de complications précoces, mortalité de 2 pour 1000, et série publiée avec un suivi de 5 ans.
avec donc de très bons résultats à 5 ans, avec une perte d'excès de BMI de 70%. Alors, dans leur série, c'est très bonne correction des comorbidités, bien sûr, avec ce type d'intervention. Pas d'hypoalbuminémie décrite, pas d'anémie, pas de chirurgie de révision du montage. Donc c'est une série qui est assez exceptionnelle en termes de résultats, peut-être un petit peu trop. Peut-être se poser la question d'avoir une évaluation peut-être de meilleure qualité. C'est une série rétrospective, hein, donc c'est les limites de ce type de publication. Alors le message global, c'est qu'en fait, je pense que toutes ces interventions sont potentiellement très intéressantes, mais il faut des études prospectives, il faut des PHRC. Il n'y a que ça qui donnera des réponses et qui permettra surtout d'analyser correctement les résultats. Analyser des séries rétrospectives, il y a trop de biais, trop de manque de suivi, surtout en chirurgie de l'obésité, donc c'est pas fiable. Donc tout ça pour parler de l'étude sur le SADI-CLIV du PHRC qui est en cours et qui au moins permettra de répondre à la question sur le SADI. Alors après échec d'une première chirurgie, donc ces interventions sont décrites après échec d'une première chirurgie. Alors ça c'est des séries publiées après SLIV. D'ailleurs, la majeure partie sont des séries publiées après SLIV. Alors, après échec de bypass, alors j'ai mis bypass sans parler du Y ou oméga, il n'y a aucune série publiée actuellement, quelques case reports. Et quand on faut éventuellement penser à l'avenir, c'est-à-dire qu'à tous les patients à qui on a fait des bypass après SLIV, va se poser la question de la reprise pondérale après chez ces patients-là. Est-ce qu'on peut leur proposer ce type d'intervention? Donc là, on va rentrer dans des procédures très complexes. Alors là, je m'étais amusé à regarder un petit peu. Alors, je pense que ça vous parlera sûrement plus à vous qu'à moi. Mais la procédure de Henle, de Soupeau, donc c'est des montages très complexes chez des patients potentiellement jeunes, avec un suivi avec de risques d'occlusion, de bride, de hernie interne. Tout ça pour dire que finalement, donc il y a des nouvelles procédures qui sont décrites récemment, il y en a très peu qui restent au final. Les limites des séries publiées sont des effectifs peu importants avec un suivi, on va dire court, moyen terme, et un suivi en termes de tout ce qui est risque carentiel qui est assez maigre. Pour faire simple, le bypass duodéno-jéjunal et SLIV, c'est des résultats similaires au bypass en Y, un petit peu plus efficace. Le SADI et le SAGE, le problème va être le problème du risque de suivi, enfin de la perte de suivi vis-à-vis du risque de carence qui est pour l'instant pas connu, mais on peut facilement penser que c'est on va dire un duodénal switch un peu masqué. Puis il va se poser également le problème de révision du type de montage en cas de complications, hein, je parle. Et puis après, il y a la technique de Santoro qui a des résultats plutôt prometteurs, mais une seule étude l'évaluant avec des résultats, on va dire, de qualité moyenne. Et donc il faut des études prospectives. Tout ça pour... Vraiment, c'est ma vraie conclusion, c'est que finalement, quand on voit toutes ces nouvelles interventions, moi je vois ça plutôt comme un plaidoyer pour la sleeve gastrectomie, parce que finalement, quand on regarde sur tous ces montages, le premier temps, c'est une sleeve. Voilà. Et l'avantage, en fait, moi, c'est que je proposerais éventuellement ces interventions chez des patients qui ont déjà une sleeve, pas comme un premier temps, pas en un temps, je veux dire, tout simplement parce que la sleeve, ça permet de voir l'adhérence du patient au suivi. Et que typiquement le patient qui n'a pas de suivi, qui alterne de praticien, typiquement c'est ce genre de patient-là qu'il ne faudra pas opérer, qu'il ne faudra pas proposer ce type d'intervention pour éviter des complications à moyen terme. Et également, ça permettra éventuellement de recadrer les patients qui en ont besoin et de faire une bonne sélection des patients pour ce type d'intervention. Et puis tout simplement, et puis également, je pense que c'est encore en plus un plaidoyer pour la CIF, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est que finalement, en fait, la CIF c'est le premier temps de toutes ces interventions, et que en plus c'est une intervention qui a quand même relativement peu de complications, donc qui ne coupera pas les ponts à une autre intervention. Pour terminer, voilà, ce qu'il ne faut pas finir, c'est avec des montages chirurgicaux très complexes, parce que si c'est complexe pour nous, c'est encore plus complexe pour les patients. Je vous remercie. Alors, avant de passer aux questions, juste un petit commentaire pour merci en tout cas Lionel.
pour vous faire remarquer que, et c'est ce qu'on n'aura pas fini de nous reprocher, c'est que, par exemple, quand on regarde la revue sur le SADI, il n'y a rien eu de publié depuis la fin de 2016. Et par exemple, Antonio Torres, qui est le VRP du SADI, eh ben, il n'a jamais publié sur le long terme. Sergio Santoro, qui est donc le concepteur de la bipartition du transit, ben, il entretient une base de données où il y a pratiquement 4000 patients. C'est pas une base de données publique, mais quand on lui demande pourquoi tu n'as pas publié depuis 2012, ben, il dit je peux pas. C'est pas possible, voilà. Alors il dit au Brésil c'est pas possible, enfin, et c'est assez troublant parce que finalement on aurait besoin de ces données-là pour avancer et que on n'avance pas du tout. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet assez complexe et pas confus mais troublant? Ça ne sera pas sur ce sujet parce que je n'ai aucune compétence. Mais j'ai vu que tous les chirurgiens, dans votre présentation, vous dites que ça a duré tant de minutes. Mais à quoi ça sert de mesurer ça? Il vaut mieux une opération bonne, mais même si ça dure longtemps, qu'une mauvaise opération qui soit rapide. À quoi ça sert de mesurer le temps? Non, ça c'était juste à titre informatique. Non, mais vous avez fait tous, c'est pas vous. C'est pas vous. Tous, ça dure, je fais mon technique de je sais pas quoi, ça dure 43 minutes, d'autres 52 minutes. Je ne vois vraiment pas l'intérêt. Mais j'ai tort, certainement. Mais pour moi, en public, le temps ne compte pas. Alors, chez nous, il compte. Parce que quand tu mets sur une table d'opération un mec de 300 kilos et que tu traînes pour l'opération, tu as deux risques qui vont apparaître. Le risque thromboembolique qui, lui, est extrêmement banal, mais surtout le risque de Croche syndrome. Hein, les muscles écrabouillés vont finir par donner des troubles qui peuvent emporter le malade. Voilà. J'en connais un cas d'un grand hôpital pas loin. Je ne suis pas convaincu, mais d'accord. C'était aussi en fait parce que en fait on connaît à peu près les durs opératoires d'un bypass en Y, d'un bypass en oméga, et le message c'est en gros c'est parce que les gens ont tendance à vous faire croire que c'est simple. On a l'impression que c'est très simple. 200 minutes, un SADI, c'est pas simple. Voilà. En gros, c'est ça. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Claire. C'est une vraie question, je suis désolée, c'est une remarque, mais nous, on a des patients qui arrivent dans notre service qui ont des carences nutritionnelles profondes et on doit retracer un peu leur historique chirurgical. Et moi, je ne maîtrise pas toutes ces chirurgies, même si voilà, je travaille avec des chirurgiens tous les jours, je m'y perds un peu. Et quand je lis les comptes rendus opératoires, pour moi, c'est pas super clair non plus. Et des fois, sous les mêmes appellations de conversion en Y, etc., où en fait, ça recouvre pas exactement les mêmes interventions selon les opérateurs. Et donc, je ne sais pas si c'est imaginable ou que un jour, déjà que les patients aient leur compte rendu opératoire, ça c'est de plus en plus vrai quand même, je pense, et qu'ils les aient éventuellement compris, mais bon, au moins que nous on puisse les comprendre. Et puis, et je ne sais pas, qu'il y ait des schémas, des choses, des trucs un peu plus, parce que pareil, les recos de la chaise de 2009, elles sont clairement obsolètes, quoi. Je ne sais pas comment vous faites en pratique, mais... La difficulté, c'est sur les chirurgies de révision. Il faut effectivement retracer, savoir exactement ce qui a été fait. Alors, voilà. Alors quand c'est des chirurgies restrictives, c'est assez simple. C'est assez simple. Le problème, c'est quand c'est des révisions de bypass, on a toujours des surprises. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'en pérop, on est obligé de tout remesurer, mais on est quasiment obligé de poser... Enfin, c'est pas bien, c'est quasiment poser une indication en péropératoire. Donc c'est ce qu'il y a de moins bien à faire. Mais, et puis en général, l'anse commune n'est pas mesurée, donc on ne sait pas combien il reste d'anse commune. Donc c'est vrai que dans les grands cas de dénutrition, des fois, on est vraiment gêné. Hubert, vous me posez une question. Je crois que notre problématique, c'est pas d'avoir de l'imagination, c'est d'arriver à faire valider des interventions qui prouvent leur efficacité. Donc là, il y a manifestement deux interventions qui, si j'ose dire, tiennent la corde. Je n'ai pas dit qu'il fallait les valider. C'est le SADI et la bipartition.
Mais si nous, chirurgiens bariatriques, nous ne lançons pas des vraies études complètes avec des suivis de registres, etc., on ne validera jamais ces opérations. C'est-à-dire que l'objet n'est pas tellement de publier dans un journal un certain nombre d'interventions. L'objet, c'est de démontrer si c'est utile ou pas. Et c'est là où le rôle de la société savante a un rôle absolument fondamental. Parce qu'il n'y a qu'elle qui, en France, peut, dans notre système, arriver à fournir des résultats. J'ajoute que maintenant, qu'il faut probablement travailler avec la CNAM, comme l'a montré la Zati, en ciblant ces malades qui sont dans des études, dans des registres, pour voir ce que ça donne dans le suivi. Et ça, on peut avoir des résultats très consistants à 12 mois, 18 mois, 2 ans, etc., quand ils sont bien ciblés. Et je pense que parce que c'est pas propre à la chirurgie bariatrique, on voit bien toutes les difficultés pour toutes les spécialités chirurgicales pour faire valider des opérations nouvelles. Et je crois qu'il faut qu'on change un peu de paradigme en disant, Maud Robert a fait pour les chirurgiens bariatriques un PHRC. Bon, quand je l'ai interrogé, ça a duré 7 ans. 7 ans. Et d'ailleurs, les résultats, puisqu'on parlait du bypass en oméga, les résultats, et c'était une belle étude qui nous a apporté des résultats qui d'ailleurs n'étaient pas si défavorables au bypass en oméga. Mais le problématique aussi, c'est que ça a duré 7 ans. Et donc, on ne peut pas, je veux dire, avec la moitié des connaissances médicales qui évoluent en 5 ans, on ne peut pas continuer à vivre dans un monde comme ça virtuel. Et on n'est pas très encouragé, puisque pour autant que cette étude sur le bypass en oméga versus bypass en Y ait été bien menée, et avec effectivement, comme tu l'as dit, des conclusions qui étaient pas du tout défavorables au bypass en oméga, il s'est fait quand même éjecté de la liste, et on peut craindre qu'il arrive la même chose au SADI, puisqu'actuellement, effectivement, comme l'a dit Lionel, on est un certain nombre à être entrés dans le cadre du PHRC SADI versus bypass en Y, et c'est pas un encouragement, parce que ce sont quand même des études là qui sont de très grande qualité, et malheureusement, ça ne donne rien. D'ailleurs, sur ce point, donc vous faites tous la même longueur d'onde commune dans le SADI? Normalement, ça dépend en fait sur les SADI appressifs, ça dépend du BMI initial avant la sleeve. Dans le PHRC, il y a 250 pour les gens dont l'indice de masse corporelle est de 50 ou davantage, et 300 si l'IMC est inférieur à 50. Donc ça, on se conforme à la loi du PHRC. Antonio Torres, il a commencé avec 200, et Lionel a montré les dénutritions qu'il a montrées. En fait, ça correspond au premier patient qui avait 200 denses communes entre le duodénum et la jonction iléocécale. Il est passé à 250, puis il glisse un petit peu vers 300. Et donc ça va pas poser un problème d'interprétation au moment des résultats? Je sais pas, j'imagine qu'ils ont étudié le... Après, il y a on n'aura que les résultats bruts, mais si le problème c'est évident, il y aura des sous-groupes et ça peut potentiellement biaiser. Oui. Jean-Marc. Oui, bravo. J'ai plusieurs questions. Comment on fait pour se faire rembourser par la sécurité sociale quand on fait ces interventions? Comment on fait pour les coder? Alors, oui. Comment vous faites? En fait, normalement, il faut le coder comme sur la demande sur le DAP, il faut le coder comme un duodenal switch, mais il faut le marquer comme quoi c'est un patient dans le cadre du PHRC. Du PHRC SADI sleeve, en fait. Donc, seuls ceux qui sont dans le PHRC peuvent faire du SADI? Normalement, oui. Mais je crois qu'il faut le dire. Donc, je trouve qu'il y a depuis quelque temps, il y a un frein à l'innovation quand même. Il y a un frein. Nous, on avait proposé pour le bypass en oméga, c'était avec Hubert à la CNAM, il y a quelques mois, qu'on puisse, ceux qui sont labellisés SOFCO, qui sont liés à un centre spécialisé obésité, qui mettent leurs patients sur un registre, peuvent faire de l'oméga
en fait, ça permettait quand même d'avoir des effectifs. C'est pas ce qui a été retenu a priori. C'est vraiment très inquiétant. Moi, je suis inquiet pour l'avenir de l'innovation de la chirurgie parce que ne compter que sur les PHRC pour valider des techniques. Celui de Maud Robert, il a fallu 7 ans pour le faire. Le mien, c'est 14 ans. Donc on va avoir du mal à concourir avec les autres pays qui vont avancer devant nous avec ces nouvelles procédures. Voilà, c'est mon sentiment. Je pense qu'il faut qu'on réagisse, comme l'a dit Jean Caddy tout à l'heure, vis-à-vis de la problématique du bypass en oméga. Alors, c'est amusant parce qu'il y a des collègues qui sont pro-SADI et qui sont anti-bypass en oméga. Ça, or, sur le plan nutritionnel, je pense que les conséquences doivent être voisines. Alors, ma question est, quelle est vraiment la différence entre le SADJ, S-A-D-J, et le bypass en oméga? Chacun, les deux ont une anse de 2 mètres. Oui. Un est anastomosé sur le duodénum, l'autre sur de l'estomac distal. Est-ce que la différence, le retentissement, est vraiment si important que ça? Je crois que dans la littérature, je crois qu'il n'y a pas de comparaison entre ces deux intentions qui sont en fait quasiment les mêmes. Mais qui se comportent de la même façon. Normalement, elles devraient se comporter de la même façon. Donc, il y en a une qui peut être remboursée, c'est le SADJ, si on la cote comme duodenal switch, et l'autre, elle ne le sera plus. Non, après, sur les... en principe, la cotation le codage par assimilation est illégal, quel qu'il soit, s'il ne correspond pas à l'intitulé précis de l'intervention. Ni SADJ, ni SADI, ni tout ce qu'on veut. Je te rappelle que pendant 7 ans, on a codé la sleeve gastrectomie comme intervention de Mason. Ah oui, non mais on peut. Donc, il est évident que si on ne peut plus faire de l'oméga, faisons du SADJ et cotons-le comme du duodenal switch. On va peut-être laisser notre président, à moins qu'il conclure, une dernière question alors Jean-François Lopez. Un dernier commentaire. La situation actuelle est la conséquence de l'irresponsabilité des chirurgiens bariatriques depuis le début. Parce que depuis que la chirurgie bariatrique existe, il y a eu plus de 60 types d'interventions qui ont été imaginées. Et sur ces 60 interventions, sur au moins ces 60 interventions, il y en a très peu qui ont été évaluées. Et certaines ont été faites pendant des années avant de commencer à être évaluées, comme par exemple le gastric bypass, tout simplement. Donc, là, on est en train de payer des années d'impéritie chirurgicale où on a fait des interventions sans savoir ce que ça allait devenir et où maintenant on a du mal effectivement à obtenir des PHRC qui sont faits dans des délais suffisamment raisonnables pour être significatifs. La deuxième chose, c'est que moi qui travaille dans les assurances et qui vois les dossiers de l'intérieur et qui lis les comptes rendus opératoires de mes collègues chirurgiens bariatriques, je m'aperçois que sous le même intitulé chirurgical, par exemple, pour prendre quelque chose de très simple, la sleeve ou le bypass en Y, on trouve des choses qui sont très différentes, avec des longueurs d'anse qui sont très variables volontairement, voire involontairement, ou qui sont variables parce que le chirurgien a une technique de mesure de longueur d'anse qui est assez fantaisiste et pas du tout reproductible. Ce qui fait que quand j'entends toutes les statistiques qu'on me présente, moi j'écoute et je note, mais je peux vous dire une chose, c'est que ce qu'on lit, c'est complètement différent de ce qui est fait. Et donc ça doit nous amener à une grande modestie chirurgicale et à se dire que si les autorités de tutelle réagissent comme ça aujourd'hui, c'est qu'elles voient les choses aussi de l'intérieur et qu'il faut faire. Il ne faut pas se laisser faire, mais il faut aussi voir qu'on a une responsabilité dans cette situation. Et puis sans doute une société savante qui n'est pas suffisamment ferme et qui doit encore mûrir pour être... et qui n'est pas comme l'affût, et c'est peut-être l'occasion de passer
la parole à notre président. Une petite question. Dans le PHRC, ça dit, est-ce que la technique de mesure de l'ANS est décrite? Je ne crois pas. Il me semble que non. Non. C'est laissé à l'habitude Parce des que, centres, en fait. Comme vient de le dire mon prédécesseur, c'est extraordinaire cette histoire. Parce qu'il y en a qui mesurent des anses avec un lac, il y en a qui mesurent avec des repères à 5 cm au bout de chaque pince, et il y en a qui mesurent sans aucun repère. Donc, faire de grandes études, c'est à l'œil. C'est de la mesure à l'œil. Donc, mettre des patients dans de grandes études qui ont un grand retentissement, comme on vient de voir pour le bypass en oméga, je pense qu'il faudrait qu'on se mette d'accord aussi comment mesurer les anses. Bien, écoutez, merci beaucoup. Moi, j'ai entendu quand même qu'il y a un grand nombre d'interventions. Probablement qu'on n'a pas cette connaissance physiopathologique de la digestion et de tout ce phénomène de prise de poids. Et probablement, ça explique pourquoi on n'a peut-être pas une réponse en fonction de toutes ces données. Je crois qu'il y a vraiment beaucoup d'inconnus. On a l'impression qu'il y a autant d'interventions que de catégories de régimes finalement. Et donc c'est vrai, on parlait des régimes tout à l'heure et sûrement il y a une grande diversité de ce type d'intervention. Bien, donc on va conclure. Je vous remercie de votre présence et nos secrétaires vont avoir beaucoup de travail pour faire la synthèse de cette séance.